Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 5. Est-ce qu'on peut raisonnablement croire qu'un nourrisson puisse repousser le plus terrible des maléfices? La communauté magique n'a-t-elle pas accepté un peu trop facilement l'incroyable, sans chercher si des facteurs extérieurs auraient pu à eux seuls produire le même résultat? Le magasin de Moquet était un petit magasin pittoresque, certains auraient même dit charmant. Il était confortablement installé derrière un étal de légumes, lui-même derrière un magasin de gants magiques, se trouvant sur une rue adjacente au chemin de traverse. C'était décevant, mais le propriétaire n'était pas un vieil homme mystérieux et desséché, juste une jeune femme à l'air nerveux, portant des robes jaunes passées. Elle tenait pour le moment une super bourse en peau de moquet QX31, dont l'avantage majeur était de combiner une ouverture élargissante et un charme d'extension indétectable. Son volume total était limité, mais on pouvait y ranger de gros objets malgré tout. Harry avait insisté pour venir ici tout de suite, avant toute autre chose. Insisté autant que possible, sans pour autant éveiller les soupçons de McGonagall. Harry avait quelque chose qu'il devait mettre dans la bourse, aussi vite que possible. Ce n'était pas le sac de galions que McGonagall l'avait autorisé à retirer de Gringotts. C'étaient tous les autres galions que Harry avait subrepticement fourrés dans sa poche après être accidentellement tombé dans un tas de pièces d'or. Ça avait été un véritable accident, mais Harry n'était pas du genre à passer outre une opportunité, même si le geste avait été grandement impulsif. Depuis lors, Harry avait malhabilement transporté le sac de galions autorisé contre la poche de son pantalon afin que tout tintement semble provenir de là où il fallait. Ce qui ne répondait pas à la question de comment il allait pouvoir mettre les autres pièces dans la peau sans se faire prendre. Les pièces d'or avaient beau lui appartenir, il avait tout de même fallu les dérober à lui-même. Est-ce qu'on peut dire s'auto-voler? Harry releva les yeux vers la super bourse en peau de moquet QX31 posée sur le comptoir face à lui. Puis-je l'essayer un moment, juste pour vérifier qu'elle fonctionne fiablement? Il agrandit ses yeux et arbora l'expression d'un garçonnet innocent et enjoué. Comme prévu, à la 10e fois où Harry, après avoir mis le sac de galions dans la peau, y est plongé la main en murmurant sac d'or pour l'en retirer, McGonagall avait fini par détourner la tête et commencer à s'intéresser aux autres articles du magasin. Et la marchande avait suivi. Harry ajusta alors son mouvement, placer le sac dans la peau de sa main gauche, puis récupérer de la main droite, main qui sortait de sa poche remplie de galions autorobés, en prenant soin de lâcher les galions au fond de la peau, avant de murmurer à nouveau sac d'or. McGonagall lui jeta un coup d'œil, mais Harry parvint à ne pas broncher ni à se figer, et elle n'eut pas l'air de remarquer quoi que ce soit. Mais on n'était jamais vraiment sûr avec les adultes dotés du sens de l'humour. Il fallut 3 itérations pour finir le travail, et Harry estima qu'il avait réussi à se voler à peu près 30 galions. Harry releva le bras, essuya une perle de sueur sur son front, et dit « Je vais prendre celle-ci, s'il vous plaît. » 15 galions plus légers, apparemment le double du prix d'une baguette de sorcier, et une super bourse en peau de moquet QX31 plus lourd, Harry et McGonagall se frayèrent un chemin jusqu'à la porte. La poignée de la porte se transforma en une main qui les salua, tandis qu'il partait, extrudant son bras d'une façon qui écœura légèrement Harry. Puis, malheureusement, « Êtes-vous véritablement Harry Potter ?» souffla le vieil homme, une larme énorme coulant le long de sa joue. Vous ne mentiriez pas à ce sujet tout de même, mais j'ai entendu des rumeurs, comme quoi vous n'aviez pas vraiment survécu au sortilège de la mort, et que c'est pour ça que personne n'avait plus jamais entendu parler de vous depuis. Il semblait que les sorts de déguisement de McGonagall n'étaient pas parfaitement efficaces contre les praticiens magiques expérimentés. McGonagall avait posé une main sur l'épaule de Harry et avait tiré dans la ruelle, mais le vieil homme les avait suivis. Enfin, au moins personne d'autre ne semblait avoir entendu. Harry étudia la question. Était-il vraiment Harry Potter? Je ne sais que ce qu'on m'en a dit, dit Harry. Ce n'est pas comme si je me souvenais de ma naissance. Il se passa la main sur le front. J'ai cette cicatrice pour aussi longtemps que je me souvienne, et on m'a dit que mon nom était Harry Potter pour aussi longtemps que je me souvienne aussi. Mais, dit Harry pensivement, s'il y a déjà assez d'éléments pour supposer l'existence d'une conspiration, il faut admettre également la possibilité qu'ils aient trouvé un autre orphelin et l'aient élevé en lui faisant croire qu'il était Harry Potter. D'exaspération, McGonagall se masqua le visage.
Vous ressemblez exactement à votre père, James, dans sa première année à Poudlard, sauf que vous avez les yeux de votre mère Lily. Et je puis démontrer, en me basant uniquement sur votre personnalité, qu'il est indéniable que vous soyez apparenté au fléau de Gryffondor. Elle pourrait faire partie de la conspiration aussi, fit observer Harry. Non, chevrota le vieil homme, elle a raison. Vous avez les yeux de votre mère. Harry fronça les sourcils. Je suppose que vous pourriez aussi en faire partie. Assez, monsieur Potter, dit McGonagall. Le vieil homme leva une main comme s'il allait toucher Harry, mais la laissa retomber. Je suis juste content que vous soyez en vie, murmura-t-il. Merci, Harry Potter. Merci pour ce que vous avez fait. Je vous laisse tranquille maintenant. Et le battement de sa canne sur le pavé s'éloigna lentement, hors de la ruelle et le long du chemin de traverse. McGonagall jeta un coup d'œil autour d'elle, une expression tendue et sinistre sur son visage. Automatiquement, Harry regarda à son tour autour de lui. Mais la ruelle semblait vide de tout sauf de vieilles feuilles. Et depuis l'entrée menant au chemin de traverse, on ne pouvait voir que des passants à la démarche pressée. McGonagall se détendit enfin. « Ce n'était pas avisé, dit-elle d'une voix basse. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de tout ça, monsieur Potter, mais les gens se soucient de vous. S'il vous plaît, soyez gentil avec eux. Harry regarda ses chaussures. Ils ne devraient pas, dit-il avec une nuance d'amertume. Se soucier de moi, je veux dire. Vous les avez sauvés de vous savez qui, dit McGonagall. Comment pourrait-il y être indifférent? Harry regarda McGonagall et soupira. J'imagine qu'il n'y a aucune chance que vous voyez de quoi je parle si je dis erreur d'attribution fondamentale? McGonagall secoua la tête. Non, en effet. Mais expliquez-moi, je vous prie. Eh bien, dit Harry en essayant de trouver comment décrire cette section bien particulière de la science moldue, supposez que vous arriviez au travail et vous voyez votre collègue donner des coups de pied dans son bureau. Vous vous dites que cette personne doit être colérique. Votre collègue pense au fait que quelqu'un l'a poussé contre un mur alors qu'il se rendait au travail, et puis cette personne lui a crié dessus. Il se dit que n'importe qui serait en colère suite à ça. Lorsque nous regardons les autres, nous voyons des traits de personnalité qui expliquent leur comportement, mais lorsque nous nous observons nous-mêmes, nous voyons des circonstances qui expliquent notre comportement. Les histoires personnelles des gens ont un sens de leur point de vue, de l'intérieur, mais nous ne voyons pas leurs histoires personnelles des gens flotter derrière eux dans les airs. Nous ne voyons que dans une situation, et nous ne voyons pas le comportement qu'ils auraient eu dans une autre. L'erreur d'attribution fondamentale est donc que nous expliquions par des traits permanents et durables ce qui serait mieux expliqué par des circonstances et par un contexte. Il y avait d'élégantes expériences qui confirmaient ce fait, mais Harry ne comptait pas aller jusque-là. Les sourcils de McGonagall s'élevèrent. « Je pense que je comprends, dit-elle lentement. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vous ?» Harry donna un coup de pied dans le mur de briques de la ruelle, suffisamment fort pour se faire mal aux pieds. Les gens pensent que je les ai sauvés de vous savez qui, parce que je suis une sorte de grand guerrier de la lumière. Il possédera le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres, murmura la sorcière d'une voix teintée d'une curieuse ironie. Oui, dit Harry, d'une voix divisée entre la frustration et la contrariété, comme si j'avais détruit le Seigneur des Ténèbres parce que je possède une sorte de caractéristique permanente de type destructeur de Seigneur des Ténèbres. J'avais 15 mois à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je devine que cela a à voir avec quelque chose, comme on dit, des circonstances environnementales contingentes, et certainement pas à voir avec ma personnalité. Les gens ne se soucient pas de moi, ils ne font même pas attention à moi. Ils veulent serrer la main d'une mauvaise explication. Harry s'arrêta et regarda McGonagall. Savez-vous ce qui s'est vraiment passé? J'ai formé une conjecture, dit McGonagall, après vous avoir rencontré. Oui. Vous avez triomphé du Seigneur des Ténèbres en étant plus épouvantable que lui, et vous avez survécu au sortilège de la mort en étant plus horrible que la mort elle-même. Ha ha ha. Harry donna un nouveau coup de pied dans le mur. McGonagall gloussa. Allons chez Madame Malkin. Je pense que vos habits moldus attirent peut-être trop l'attention. Ils rencontrèrent encore 2 sympathisants de plus sur le chemin. McGonagall s'arrêta devant la porte des robes de Madame Malkin. C'était une devanture véritablement ennuyeuse, principalement faite de briques rouges comme des briques ordinaires, et des fenêtres de verre qui montraient des robes noires unies.
Pas de robe brillante ou changeante ou tournoyante, rien qui n'irradie d'une étrange lueur semblant provenir de sous votre chemise. Juste de simples robes noires. La porte était grande ouverte, comme pour vous dire « Il n'y a ici aucun secret à cacher. » « Je vais m'absenter pendant quelques minutes, tandis qu'on prend vos mesures pour les robes, dit McGonagall. Est-ce que cela vous convient? Harry hocha la tête. Il détestait lui-même le shopping de vêtements et ne pouvait pas blâmer McGonagall si elle partageait son aversion. McGonagall tapota le front de Harry avec sa baguette. « Madame Malkin doit pouvoir vous observer clairement. J'enlève donc le sort d'obfuscation. » dit Harry que cela tracassait un peu. « Je suis allé à Poudlard avec Madame Malkin, dit McGonagall. Même alors, elle était l'une des personnes les plus posées que je connaisse. Elle ne hausserait pas un sourcil si vous savez qui entrait lui-même dans son magasin. » La voix de McGonagall semblait provenir d'un souvenir. « Madame Malkin ne vous embêtera pas, et elle ne laissera personne d'autre vous embêter. »« Mais où allez-vous » s'enquit Harry. « Juste au cas, vous savez, où quelque chose se passerait. » McGonagall donna un regard dur et sceptique à Harry. « Je vais là, dit-elle en pointant du doigt un bâtiment en face qui arborait le dessin d'un tonnelet de bois, pour m'offrir un verre dont j'ai grand besoin. Vous allez prendre vos mesures pour vos robes, et rien d'autre. Je vais revenir vous surveiller bientôt, et je m'attends à voir le magasin de Madame Malkin toujours debout, et pas en feu de quelque façon que ce soit. » Madame Malkin était une vieille femme animée qui ne pit pas un mot lorsqu'elle vit la cicatrice sur le front de Harry, et jeta un regard sévère à une assistante lorsque celle-ci sembla être sur le point de dire quelque chose. Madame Malkin exhiba un ensemble de pièces de tissu animé qui se contorsionnaient et semblaient lui servir de maître-ruban. Puis elle commença à travailler. À côté de Harry, un jeune garçon pâle au visage pointu et aux cheveux blonds blancs super cool semblait être dans sa phase finale pour un processus similaire. L'un des deux assistants de Malkin examinait le garçon aux cheveux blancs avec attention, ainsi que sa robe au motif en damier qu'il portait. À l'occasion, elle touchait un coin de la robe avec sa baguette, et la robe se relâchait ou se resserrait. « Bonjour, dit le garçon. Poudlard, toi aussi ?» Harry pouvait prédire où cette conversation allait le mener, et, dans une demi-seconde de frustration, il décida que c'en était assez. « Grand Dieu !» murmura Harry. « Ce n'est pas possible !» Il laissa ses yeux se dilater. « Votre nom, monsieur ?»« Drago Malfoy, » dit Drago Malfoy d'un air un peu perplexe. « C'est vous, Drago Malfoy ! Je ne pensais pas avoir un jour l'honneur, monsieur !» Harry aurait aimé pouvoir se faire sortir des larmes de ses yeux. Les autres commençaient généralement à pleurer à ce moment-là dans la conversation. « Oh !» dit Drago d'un ton légèrement confus. Puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire suffisant. « Il est agréable de rencontrer quelqu'un qui connaît sa place. » L'une des assistantes, celle qui semblait avoir reconnu Harry, fit un bruit de gloussement étouffé. Harry continua son murmure. « Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur Malfoy. Juste ineffablement ravi. Et aller à Poudlard dans la même année que vous. Mon cœur défaille. » Cette dernière partie semblait peut-être un peu étrange, comme s'il flirtait avec Drago. « Et mon propre cœur est illuminé de constater que je puis m'attendre à être traité avec le respect dû à ma famille, » renvoya Malfoy avec un sourire similaire à l'un de ceux que le plus haut des rois pourrait octroyer au plus bas de ses sujets si ce sujet était honnête en dépit de sa pauvreté. Eh mince, Harry avait du mal à inventer la prochaine réplique. Eh bien, tout le monde voulait serrer la main de Harry Potter, alors... « Lorsque mes vêtements seront apprêtés, monsieur, accepterez-vous de me serrer la main? Rien d'autre ne serait parachevé ce jour, non, ce mois, oh, à vrai dire, ma vie entière. » Drago le foudroya du regard. « Je pense que vous demandez de ma personne une familiarité bien déplacée. Qu'avez-vous jamais fait pour la famille Malfoy qui vous donne le droit à une pareille requête? » « Oh, je vais tellement essayer cette réplique sur la prochaine personne qui essaie de me serrer la main. » Harry inclina la tête. « Non, je comprends, monsieur. Désolé de vous avoir demandé. Je devrais plutôt me sentir honoré de vous nettoyer les bottes. »« En effet, » lâcha Drago. Son visage dur s'éclaira plus ou moins. « Cela dit, votre souhait est compréhensible. Dites-moi, dans quelle maison pensez-vous être trié? Je suis destiné à la maison Serpentard, bien sûr, comme mon père Lucius avant moi. Et pour vous, je devine, la maison Poufsouffle, ou peut-être la maison Elfe. » Harry fit un sourire penaud. «
Le professeur McGonagall dit que je suis la personne la plus serdaigle qu'elle ait jamais vue, ou dont elle ait jamais entendu parler dans les légendes, à tel point que Rowena elle-même me dirait de passer plus de temps dehors, quoi que ça puisse vouloir dire, et que je finirai sans aucun doute à Serdaigle si le chapeau magique ne crie pas d'horreur si fort qu'aucun de nous ne puisse comprendre ce qu'il dit. Fin de citation. Wow, fit Drago, légèrement impressionné. Il eut une sorte de soupir mélancolique. Votre flatterie était excellente, ou du moins je le pensais. Vous réussiriez à Serpentard aussi. C'est généralement devant mon père que les gens s'aplatissent. J'espère que les autres Serpentards me lécheront les bottes maintenant que je suis à Poudlard. J'imagine donc que c'est bon signe. Harry toussa. À vrai dire, désolé, mais je ne sais absolument pas qui tu es. Non, mais franchement, dit Drago, violemment déçu. Mais pourquoi ferais-tu ça? Les yeux de Drago s'élargirent dans un élan de suspicion. Et comment peux-tu ne pas connaître les Malfoy? Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements que tu portes? Tes parents sont-ils moldus? 2 de mes parents sont morts, dit Harry. Il éprouva un pincement au cœur lorsqu'il le formulait ainsi. Mes 2 autres parents sont moldus, ce sont eux qui m'ont éduqué. Quoi? Et qui es-tu? Fit Drago. Harry Potter, ravi de faire ta connaissance. Harry Potter? Haleta Drago. Le Harry? Et le garçon s'arrêta brusquement. Il eut un bref silence, puis, avec un enthousiasme éclatant, Harry Potter? Le Harry Potter? Mon Dieu, j'ai toujours voulu te rencontrer! L'assistante qui s'occupait de Drago émit un son qui donnait l'impression qu'elle s'étranglait, mais elle continua son travail, soulevant les bras de Drago pour enlever la robe damée avec attention. Tais-toi, suggéra Harry. Est-ce que je peux avoir un autographe? Non, non, attends, je veux d'abord une photo avec toi. Tais-toi, 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 tais-toi! Je suis tellement inexprimablement enchanté de te rencontrer. Prends feu et meurs! Mais tu es Harry Potter, le glorieux sauveur du monde magique, vainqueur du Seigneur des Ténèbres, le héros de tous, Harry Potter! J'ai toujours voulu devenir comme toi, quand je serai plus grand pour pouvoir vaincre les Seigneurs des Ténèbres, moi aussi. Drago s'interrompit, au beau milieu de sa phrase. Son visage se pétrifia dans une expression d'horreur absolue. Grand, cheveux blancs, froidement élégant dans des robes noires de la meilleure qualité. Une main enserrant une canne à poignée d'argent qui, par vertu d'être dans cette main, prenait l'apparence d'une arme mortelle. Ses yeux considérèrent la pièce avec le calme d'un exécuteur, d'un homme pour qui tuer n'était pas douloureux, ni même délicieusement interdit, mais une activité aussi routinière que respirer. C'était l'homme qui avait à cet instant nonchalamment franchi le seuil de la porte. « Drago !» dit l'homme d'une voix très en colère. « Qu'es-tu en train de dire ?» Et une demi-seconde de panique compatissante, Harry formula un plan de secours. « Lucius Malfoy !» haleta Harry Potter. « Le Lucius Malfoy !» L'un des assistants de Malkin dut détourner le regard et contempler le mur. Des yeux froids et meurtriers le considéraient. « Harry Potter, je suis tellement honoré de vous rencontrer !» Les yeux noirs s'élargirent, et la surprise choquée remplaça la menace mortelle. « Votre fils m'a tout dit de vous !» continua Harry avec une grande animation, sachant à peine ce qui sortait de sa bouche, essayant juste de parler le plus vite possible. « Mais bien sûr, je savais tout cela avant. Tout le monde vous connaît, Lucius Malfoy, le lauréat le plus honoré de Serpentard. J'ai moi-même pensé aller à Serpentard juste parce que j'avais entendu que vous y étiez étant... Que dites-vous, Monsieur Potter ?» Dans un quasi-cri venant de l'extérieur, et le professeur McGonagall déboula une seconde plus tard. Il y avait une telle horreur sur son visage que la bouche de Harry s'ouvrit automatiquement, puis bloqua à ne rien dire. « Professeur McGonagall !» s'écria Drago. « Est-ce vraiment vous? Mon père m'a tellement parlé de vous, j'ai pensé à me faire trier à Gryffondor lorsque... »« Quoi ?» hurlèrent Lucius Malfoy et le professeur McGonagall parfaitement à l'unisson, debout, l'un à côté de l'autre. Leurs têtes pivotèrent symétriquement, ils se regardèrent, puis s'éloignèrent l'un de l'autre, comme s'ils interprétaient une danse synchronisée. Il y eut une grande agitation, alors que Lucius s'emparait de Drago et le traînait hors du magasin. Puis tout fut silencieux. McGonagall regarda le petit verre de vin qu'elle avait en main. Il était horizontal, oublié dans sa galopade, et seules quelques gouttes d'alcool s'y accrochaient encore. McGonagall s'avança dans le magasin jusqu'à ce qu'elle fît face à Madame Malkin. « Madame Malkin !» dit McGonagall d'une voix calme. « Que s'est-il passé ici ?»
Madame Malkin la regarda silencieusement pendant 4 secondes, puis elle craqua. Elle tomba contre le mur, riant plus qu'elle ne respirait, ce qui fit craquer ses 2 assistantes, et l'une d'entre elles tomba sur ses mains et ses genoux, prise d'un fou rire hystérique. McGonagall se retourna lentement et regarda Harry avec une expression froide. Je vous laisse seul pendant 5 minutes. 5 minutes, monsieur Potter, dixit cette horloge. Je ne faisais que plaisanter, protesta Harry alors que les rires hystériques continuaient non loin. Drago Malfoy a dit face à son père qu'il souhaitait être trié à Gryffondor. Plaisanter ne suffit pas pour en arriver là. McGonagall posa, respirant lourdement. Quelle partie de faire prendre vos mesures avez-vous interprété comme voulant dire, s'il vous plaît, jeter un sortilège de confusion à l'univers entier? Il était dans un contexte situationnel où ses actions avaient du sens de son point de vue. Non, n'expliquez pas. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé ici. Jamais. Il y a certaines choses que je ne suis pas censé savoir. Et c'est une de ces choses. Quelle que soit la force de chaos démoniaque qui vous habite, elle est contagieuse. Et je ne veux pas finir comme ce pauvre Drago Malfoy, la pauvre Madame Malkin ou l'une de ses pauvres assistantes. Harry soupira. Il était clair que le professeur McGonagall n'était pas d'humeur à prêter l'oreille à des explications raisonnables. Il regarda Madame Malkin, qui s'appuyait toujours contre le mur, et ses 2 assistantes, qui étaient maintenant toutes 2 à genoux, et finalement son propre corps entouré d'un maître ruban. Je n'ai pas encore fini mes mesures, dit Harry avec gentillesse. Pourquoi ne retourneriez pas prendre un autre verre?